Et bonjour à toutes et à tous, c'est Banager, de nouveau avec ma tête fatiguée, des cernes plein les yeux pour vous parler d'un jeu inconnu en version anglaise, version originale, édité par Onyx Pass. Et voici donc un petit retour sur They Came From Beneath the Sea. Excusez-moi mon accent anglais. Donc voilà, après Fate of Cthulhu, on va vous parler de They Came From Beneath the Sea, donc édité chez Onyx Pass. Donc Onyx Pass, pour savoir, c'est ceux qui éditent toutes les rééditions de vampires, loups-garous, mages, et notamment voilà des anciens de chez White Wolf, notamment je crois. Et donc ils ont toute une gamme justement de rééditions, mais ils sortent parfois quelques nouveautés, voilà, quelques nouvelles gammes dont fait partie ce jeu de rôle. Et voilà, il est passé totalement incognito en France, personne n'en parle. Enfin, je sais qu'il n'a pas été traduit, mais quand même. Du coup, je voulais lui rendre un petit peu hommage dans cette vidéo. Donc, on va revenir un peu sur le jeu, sur ce jeu de rôle en 4-5 grands points. Voilà, on va parler justement de la création de personnages, du bestiaire, du système notamment. Et puis voilà, on va rentrer un tout petit peu en détail, pas trop non plus, hein, c'est pas le but de ces vidéos-là de rentrer, de faire des vidéos de 2 heures sur le système ou le jeu de rôle en entier. Mais ouais, je voulais voilà, faire un peu de lumière pour ce jeu de rôle, donc c'est parti. Donc, bah, qu'est-ce qu'on joue dans The King from Beneath the Sea? Bah, déjà, vous jouez un peu un rôle. Enfin, déjà, le setting du jeu, enfin, l'univers du jeu, en gros, ça se passe un peu pour faire de la série B un peu horrifique, monstrueuse. Donc l'attaque des fourmis géantes, voilà, ça peut faire, ce jeu de rôle peut faire tourner ce type de série B, ce type de film. Voilà, c'est de l'horrifique, mais un peu light, quoi. Vous n'allez pas forcément avoir peur, hein, attention, mais enfin, on n'est pas sur du culte, hein, clairement pas. Mais si vous recherchez un truc sympathique, enfin voilà, de la série B, voilà, comme je disais, même le Blob, hein, ça peut marcher, tous les films un peu comme ça. Tout ce qui est très, ouais, série B d'horreur, années 50, 60, 70, vous êtes vraiment dans ce créneau-là pour ce jeu de rôle, et puis bah, c'est cool. Et puis la série B, ça fait du bien parfois, on en a besoin. Et du coup, un jeu de rôle qui permet d'émuler ça, moi je trouve ça cool. Donc ouais, qu'est-ce qu'on joue? Bah, on peut jouer 5 grands archétypes dans The Came From Beneath the Sea. Vous avez l'homme de tous les jours, donc voilà, celui qui part travailler, qui a son petit boulot, métro boulot dodo, voilà, donc voilà, l'homme de tous les jours. Vous avez quoi d'autre? Vous avez l'homme ou la femme du gouvernement, donc c'est tout ce qui va être les fédéraux, les policiers, ça peut être quoi, les pompiers, les choses comme ça, enfin c'est assez large. Vous avez ce qu'ils appellent eux la mouth, donc la bouche, ça va être tout ce qui est journaliste, reporter, ça peut être aussi quoi, tout ce qui est, je dirais, avocat, tout ça, etc. Tout ce qui voilà, est un petit peu social. Ensuite, vous avez le scientifique. Voilà, ça, j'ai pas besoin de trop rentrer en détail. Et enfin, vous avez le survivant, donc ça va être tous les anciens militaires, tous les personnages un peu outcast, voilà, un peu à part de la société. Voilà, vous pouvez jouer là-dessus avec cet archétype. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les archétypes? Je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est vrai que c'était un peu le premier grand point, vous avez des archétypes. Et oui, donc ça utilise aussi, parce qu'il faut en parler, je sais pas où c'est marqué, ici, je sais pas si on va bien voir. Tac, attendez. Le Story Path System, donc c'est celui qui utilise notamment vampires, loups-garous, etc. Donc c'est voilà, le système d'Onyx Pass. Donc on est en terrain plutôt connu. Voilà, c'est pas un système très compliqué, mais on y reviendra un peu plus en détail. Ensuite, je voulais voir en deuxième grand point la création de perso, parce que je trouve qu'elle est intéressante. Elle amène des points avec ses règles intéressants. Déjà, quand vous créez un personnage dans The King from Beneath the Sea, donc vous devez déjà commencer par votre concept, hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez jouer comme personnage, c'est classique, hein, bien entendu. Mais après, vous devez choisir 2 aspirations. Alors, c'est quoi une aspiration? En gros, c'est le jeu t'explique en gros que c'est un but à court et à long terme. Donc, en gros,
vous devez chercher un but à court terme, quelque chose que vous pouvez accomplir pendant la session de jeu, pendant la première session de jeu, ou un peu plus tard, mais en tout cas assez rapidement, et quelque chose que vous souhaiteriez accomplir un peu plus tard, justement, dans l'avenir. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, comme concept. Donc voilà, vous avez ces aspirations à choisir à la création de personnages. Donc ensuite, vous choisissez votre archétype, donc on les a bien définis dans le début de la vidéo. Ensuite, vous choisissez votre origine, donc votre background. Ça aussi, ça reste classique. Ensuite, vous avez votre ambition. Voilà, qu'est-ce que votre personnage souhaite faire? Cette fois-ci, pas forcément à court et long terme, mais qu'est-ce que votre personnage veut accomplir de manière générale. Et ces trois choses-là, ils appellent ça des paths, donc des chemins, j'imagine. On pourrait traduire ça en français. Et donc tout ça va être lié aussi à vos compétences plus tard dans le jeu. Donc en gros, votre origine, votre background, ça peut être lié à trois compétences dans le jeu, votre archétype également et votre ambition pareil. Donc en gros, vous allez devoir choisir des compétences qui sont associées à votre background, à votre ambition et à votre archétype. Donc ça, tout est expliqué dans le livre et tout, voilà, vous pouvez, le maître de jeu peut vous accompagner là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est plutôt simple pour l'instant. On n'est pas trop dans des trucs compliqués. Donc oui, après, vous avez donc, en plus des compétences, forcément, vous avez les attributs propres au... Oui, d'ailleurs, système D10, voilà, je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais système D10, donc ouais, le même système que pour vampire, loup-garou, etc. Donc ensuite, vous avez des attributs, donc c'est un peu les mêmes, voire même, j'ai pas vérifié si c'était exactement les mêmes, mais je pense que c'est les mêmes que pour justement, oui, vampire, tout ça, donc vous avez force, dextérité, agilité. Attendez, on peut même regarder ensemble. Hop. Pour pas dire de bêtises, les attributs. Touc, touc, touc. Alors. Voilà, voilà. Donc. Ouais, il me semble bien que c'est ça. Donc ouais, ça reste classique, voilà. Donc vous avez 16 compétences et je ne sais plus combien d'attributs, j'ai pu compter. Je crois que vous en avez 9. Ouais, c'est ça, 9 il me semble. Ou 6. Bon, bref, c'est pas très très grave. Mais donc vous devez choisir justement de répartir des points dans des attributs et ensuite dans vos compétences. Alors ensuite, chose qui rajoute comparé... Enfin, j'ai pas lu la V5 de Vampire, etc. Donc je sais pas si ça vient de là ou pas. Je pense pas, je pense que c'est deux choses différentes vu que c'est pas le même éditeur au final. Mais il rajoute à la création de personnages ce qu'on appelle des trademarks, donc je sais pas, des marques de fabrique, on pourrait dire. Je saurais pas trop comment traduire ça. Mais en gros, ce sont des choses qui vous permettent d'avoir un bonus à votre pool de dés. C'est quelque chose, en gros, que ça peut être une phrase fétiche de votre personnage. Enfin voilà, ça peut être quelque chose qui, dans un jet de dés, voilà, rentre en cohérence avec votre personnage. C'est quelque chose qui vraiment lui appartient et lui est propre. Je sais pas, comme exemple, ça peut être que, je sais pas. Bah, je crois qu'il y avait un exemple qui donnait en gros mâchoire d'acier. Donc si vous essayez de mordre quelqu'un, si vous invoquez ce trademark, donc cette marque de fabrique, pendant un jet de dés, pendant une session, bah, ça vous donne un bonus de +2 à un jet de dés. Donc là, ce serait pour mordre une créature, etc. Donc voilà. C'est un truc, voilà. Le jeu en propose, vous pouvez créer vos propres trademarks, pardon. Et voilà, faire un peu votre personnage, enfin, lui donner une saveur particulière. Et donc aussi, ces trademarks, vous devez en choisir 5 et vous ne pouvez les invoquer qu'une fois par scénario. Voilà, une fois que le scénario est terminé, ça repart à 0. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie, mais intelligemment aussi. Donc quoi d'autre? Alors, j'ai noté quoi?
Oui, ensuite, vous devez déterminer des relations, donc voilà, ça c'est classique. Donner des liens à vos personnages. Et je crois qu'on a terminé l'aspect dont je voulais parler, donc la création de personnages, ouais. Donc ensuite, on va passer un petit peu au gros morceau, donc le système. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est un système D10, donc voilà, vous avez un pool de D10 à lancer en fonction de vos attributs et de vos compétences, mais aussi de vos trademarks, etc., des choses qui peuvent vous donner des bonus ou des malus à vos jets de dés. Donc ouais. Et donc bah, le système c'est très simple en gros. Vous lancez un pool de dés avec vos attributs et vos compétences, et vous devez faire soit un 8 ou un 9 pour faire une réussite. Voilà. Si vous faites un 10, si vous avez un seul 10 sur un jet de dés, eh bien ça compte comme une réussite critique, donc double succès. Voilà, si vous faites un 1, c'est un échec critique. Voilà, donc franchement plutôt simple. Donc oui, vous lancez votre pool de dés contre une difficulté. Donc si c'est difficulté 2, vous devez faire voilà, 2 réussites. C'est difficulté 3, 3. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 simple. Et pour avoir joué ce système avec Loup-Garou, ouais, j'ai joué Loup-Garou, ça tourne plutôt bien. Franchement, c'est pas compliqué. Donc ensuite, on a parlé de jet de dés. Alors oui, le jeu propose ce qu'on appelle des stunts, donc des cascades en français. En gros, c'est pour donner une saveur un peu particulière dans certaines actions. Je m'explique. Un ennemi essaye de vous attaquer. Vous avez fait une excellente réussite sur votre jet. Vous pouvez avoir une cascade qui vous permet en gros de, comme vous avez esquivé une attaque, vous pouvez vous positionner pour mieux peut-être esquiver une prochaine attaque ou mieux attaquer. Voilà. Vous pouvez avoir un bon positionnement. Pardon, voilà. Ça peut être une des cascades proposées par le jeu. Vous pouvez créer les vôtres en fonction. Hein, c'est assez libre là-dessus. Le jeu ne vous impose pas ces cascades. Bien au contraire. Donc ça, c'est pour donner une petite saveur un peu narrative. Voilà. Utiliser des cascades, voilà, puisque c'est un peu comme un film, hein, le jeu, voilà, voit la session de jeu comme un film, donc faut pas hésiter à, voilà, à imaginer des choses, voilà, pour rythmer la narration et les combats notamment, etc. Voilà. Donc franchement, c'est plutôt bien comme système. Vous avez quoi d'autre en plus des cascades? Ah oui. Donc chaque cascade est liée aussi aux archétypes. Donc voilà, je propose en fonction des archétypes que vous incarnez différentes cascades. Comme je l'ai dit, c'est pas obligatoire, vous pouvez créer les vôtres en fonction, voilà. Mais le jeu propose en fonction des archétypes, voilà, des cascades différentes. Donc chose à savoir. Ensuite, tac tac tac, je voulais revenir sur autre chose. Alors oui, en plus des cascades, il y a ce qu'on appelle, le jeu propose des cinématiques. Donc des cinématiques, en gros, les joueurs vont avoir un pool commun qu'on appelle le pool de l'écrivain. Et en gros, ce pool de l'écrivain, il se nourrit de vos échecs et de vos échecs critiques. Donc en gros, ce n'est pas parce que vous ratez vos jets que la narration s'arrête. Voilà, au contraire, ça devient un peu plus peut-être excitant. Voilà, il faut s'adapter à l'échec. Et donc les cinématiques sont là pour ça. Donc en gros, c'est des choses que vous allez invoquer dans une scène, des événements particuliers que vous allez invoquer dans une scène et qui vous coûtent ce qu'on appelle des réécritures, donc des rewrites en anglais. Et donc ces rewrites, vous pouvez les avoir avec votre pool de l'écrivain, donc c'est une espèce de réserve, voilà, de réécriture. Et en fonction des cinématiques que vous souhaitez invoquer, eh bien, elles ne coûtent pas le même nombre de réécritures. Il y en a qui coûtent une réécriture, d'autres deux, parfois d'autres trois. Voilà, quand c'est vraiment des grosses, il y a de grosses implications à la scène. Par exemple, une des cinématiques, c'est d'invoquer une scène coupée. Voilà, en plein milieu de la narration, enfin en plein milieu de la partie, d'avoir une scène coupée. Ça vous coûte 3 réécritures et en gros, ça vous permet de
jouer une scène coupée, quelque chose qu'on n'a pas vu au cours de la session et des sessions précédentes. Donc c'est à vous et aux maîtres, enfin c'est à vos joueurs et à vos joueuses et aux maîtres de jeu d'inventer justement cette scène coupée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène coupée? Quel type d'événement s'est passé avec quel personnage, voilà, quelle créature ou quel monstre. Donc voilà. Et c'est des petits trucs qui amènent beaucoup de choses, je trouve, et c'est super sympa pendant une partie de se dire, bon bah, peut-être le rythme baisse un petit peu, allez hop, j'invoque une scène coupée, on invente un truc, on part complètement sur autre chose. Et je trouve ça vraiment cool pour apporter une petite saveur en plus à la narration et à la partie. Et je trouve que ça permet au maître de jeu voilà, voilà, d'embrayer sur l'idée des joueuses et des joueurs. Et puis c'est franchement cool, quoi. Ça, voilà, on s'y attend pas forcément à ces cinématiques. Donc franchement, un très bon point pour ce jeu de rôle. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a plein de petites idées qui bien exploitées, je trouve, permettent de faire des parties mémorables. En plus du bestiaire qu'on verra à la fin, c'est un peu le bonbon, le bestiaire. Il est vraiment sympathique. Donc j'en étais aux cinématiques. Ouais, bah voilà, c'était pour le système. Il y a d'autres choses encore un petit peu, mais je voulais pas faire une vidéo de 2 heures sur le système de jeu, mais vous parler un petit peu des bases et de ce que j'aime bien dans ce système et dans ce jeu de rôle. Donc quoi d'autre? Ah oui. Ensuite, gros axe, les scénarios. Il y en a 2 dans le livre de base, mais je vous conseille vraiment d'acquérir, comment il s'appelle ce recueil de scénarios? Tales of Aquatic Terror, il me semble. Et en gros, il y a à peu près une dizaine de scénarios, peut-être pas 10, mais ouais, 7 ou 8, je dirais, et qui sont de très bonne facture. Donc en plus du jeu de rôle, franchement, il faut absolument acquérir ce recueil de scénarios qui vous donne vraiment bien une idée précise du type de scénario qu'on peut jouer dans ce jeu de rôle. Voilà. Après, les 2 scénarios du livre de base sont pas mal, mais je préfère ceux du recueil de scénarios. Donc Tales of Aquatic Terror. Voilà, ça c'était pour le petit point scénario. Puis ensuite, bah écoutez, je crois que le gros morceau, je vérifie mes notes. Ouais, bah je crois qu'on a fait le tour. Ouais, pour le morceau un petit peu sympathique, donc voulais vous parler du bestiaire parce qu'on affronte des créatures sympathiques dans ce jeu de rôle. Voilà, oubliez un peu toutes les créatures, voilà, un peu dégueulasses, etc., de l'appel de Cthulhu, de culte. Voilà, on part sur quelque chose d'un peu plus coloré, je dirais. Enfin, coloré. C'est pas la fête à Toto, mais voilà, c'est un bestiaire un peu plus en rapport avec la série B, horrifique. Donc je vais mettre des inserts, hein. Donc on peut avoir le peuple crabe, enfin les hommes crabes, les fameux hommes crabes. Voilà, on peut avoir une pieuvre géante, on peut avoir, enfin il y a plein de choses. On peut avoir un robot qui vient de l'an 3000. Enfin voilà, il y a un bestiaire vraiment qui va vraiment partout et c'est vraiment cool comme bestiaire. Et je voulais vous parler d'un point sur le bestiaire. Ça y est, j'ai oublié. Voilà, c'est pas du tout préparé. Au secours, Banager. Non, je rigole. Non, oui, je me souviens. Donc, oui, chaque créature du bestiaire appartient à une espèce de famille, en gros. Vous avez les esclavagistes, par exemple. Voilà, c'est une famille de créatures qui souhaitent justement prendre le peuple humain en esclavage. Vous avez ensuite les envahisseurs, donc eux, ils veulent envahir la Terre, voilà, classique. Voilà, vous avez aussi bien du peuple des profondeurs, euh, vous avez le peuple requin, enfin voilà, autant vous avez plein d'autres créatures, vous avez des créatures qui ressemblent à des iguanes un peu, enfin voilà, ça part un peu n'importe où. Et franchement, ce bestiaire est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et franchement, avec une seule créature, on peut faire un scénario vraiment sympathique. Voilà, si vous voulez faire un scénario sur voilà, mon mari est un homme crabe, c'est possible. Je veux dire, c'est tout à fait possible, c'est même recommandé. Et on peut enfin, je trouve que le maître de jeu, enfin, ou la maître de jeu peut vraiment s'amuser avec ces créatures-là.
créer des trucs un peu loufoques et partir dans l'horreur petit à petit, ou l'inversement, des trucs super, partir d'un truc super dur et voilà, et faire un truc un peu plus light après au final. Donc ouais, They Came From Beneath the Sea, c'est ma recommandation. Euh, Très 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 bon jeu de rôle. Alors point positif, enfin deux points positifs qui le sont pas forcément vraiment pour certains, mais pour moi oui. Enfin pas le premier. Dispo qu'en anglais. Voilà, ça n'a pas été traduit en français. J'espère qu'un jour un éditeur voudra s'en occuper parce que franchement il vaut le coup. Voilà, s'il y a un éditeur qui doit s'en occuper, je verrais bien Arcane parce que bon, voilà, c'est un peu. Ils sont un peu spécialistes là-dessus, de ce genre de jeu de rôle. Mais ouais, dispo qu'en anglais. Euh, c'est pas de l'anglais compliqué, mais c'est pas non plus. C'est pas un jeu de rôle super, super fun à lire, je dirais. Donc ouais, euh, c'est de l'anglais niveau moyen, je dirais quand même. Donc faut maîtriser un minimum la langue. Voilà, donc chose à savoir si vous souhaitez si vous souhaitez l'acquérir, on va parler français. La fatigue, pardon. Et deuxième point, ouais, pour ceux qui jouent en ligne comme moi, il y a seulement une fiche de perso sur Roll20 et pas ailleurs, c'est dommage. Donc s'il y a des gens qui veulent créer des systèmes ou des fiches de personnages pour ce jeu de rôle, donc je vous remonte à la caméra, hop. Bah, ce serait vraiment sympathique voilà, d'avoir un système sur Foundry VTT, sur Let's Roll ou sur Alchemy RPG. Voilà, ce serait vraiment cool. Voilà. Mais si vous jouez en ligne sur Roll20, bah, franchement, il y a une fiche de personnage. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, très honnêtement. Elle avait pas l'air très complète, donc ouais. Mais en tout cas, si vous jouez autour d'une table, vous pouvez vous procurer le livre de base. Et voilà. Et puis ça vous changera un peu du culte ou de l'appel de Cthulhu si vous souhaitez un truc un peu plus original et vous faire plaisir avec de la série B sympatoche. Voilà. Donc c'était ma recommandation, c'était mon petit retour sur They Came From Beneath the Sea. Je le rappelle, donc Onyx Pass Publishing, donc disponible en anglais. Le prix, je ne saurais pas vous dire, 50 $. Donc voilà. En français, ça doit pas être très 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 cher, je pense. Ah oui, disponibilité du bouquin. Je crois pas qu'il soit disponible malheureusement dans les boutiques spécialisées françaises. Peut-être dans vos crèmeries locales, mais je crois que sur Philibert, etc., il n'est pas disponible. Il faudrait que je revérifie. Mais il me semble que autant sur la boutique de Black Book que sur Philibert, c'est pas disponible. Donc ouais, renseignez-vous auprès de vos libraires, etc. Ouais. Ouais, je pense pas qu'il soit disponible. Ouais. Par contre, disponible à l'achat sur DriveThru RPG si vous voulez le PDF ou le faire imprimer à la demande. C'est tout à fait possible. Voilà. Et puis, ouais, un très beau livre aussi. Voilà, je trouve que la couverture est sympathique avec la grosse pieuvre et le pauvre petit monsieur qui va tomber. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. C'était peut-être un peu court. Voilà, moi j'ai pas envie de faire des vidéos très très longues, vous embêter avec beaucoup de choses. Mais voilà, je voulais vous parler de ce jeu de rôle et voilà, je l'ai fait. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, à faire des retours négatifs ou positifs tant que c'est construit, je prends. Comme je vous l'ai dit, moi, la critique de jeu de rôle, c'est pas mon cœur de métier, mais je préfère plus vous parler un peu à l'instinct d'un jeu de rôle que j'ai apprécié lire. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de retranscrire sur cette chaîne, donc voilà. Petit point futur concernant peut-être le prochain jeu de rôle, je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, quoique j'ai 2-3 idées. Ouais, si, je crois que j'ai même une idée déjà. Mais aussi, j'aimerais aussi tenter un peu de vous parler un peu de bouquins aussi, pas que de jeux de rôle, parce qu'il y a des bouquins qui sont vraiment cool. Notamment, j'ai toute une collection de romans aliens dont j'aimerais vraiment vous pitcher le truc, enfin vous en parler avec passion, chose que je ferai peut-être dans le futur, voilà, je ne sais pas encore.
Trêve de blabla, je vous laisse. C'était Banager. Merci de m'avoir écouté. Salut!